Aujourd'hui, on parle d'un sujet, d'une méthode de productivité que j'ai utilisée pendant pas mal de temps, pas mal d'années, du moins, au moins pendant 4 ans, à partir du moment où j'ai quitté le lycée jusqu'à fin 2025 à peu près. Et je parlerai pas trop des raisons pour lesquelles je l'ai arrêté, cette méthode de productivité. Ça fera le sujet d'une autre vidéo et je parlerai plus en détail de celle que j'utilise aujourd'hui et je balancerai les pour et les contre. Mais aujourd'hui, on va parler du time blocking. Euh, alors, comment présenter ça? Pour ceux qui ne savent pas, le time blocking, c'est le fait de se réserver des créneaux horaires dans une journée, de former des créneaux horaires dans une journée pour pouvoir s'organiser. Remise dans le contexte, moi j'obtiens mon bac fin 2021 et donc je me lance dans l'entrepreneuriat avec différents projets. Et en parallèle, je suis aussi pompier volontaire dans ma caserne, mais je n'ai pas d'horaire de bureau, je n'ai pas de contraintes de temps, ni de pression temporelle sur quelques sujets que ce soit, à part effectivement du coup les pompiers, mais ça on va mettre de côté. Et du coup, je me retrouve à changer totalement de système. On passe d'un système scolaire qui est extrêmement cadré, avec des horaires qui sont fixes, à un système où le temps n'a plus de valeur. Parce que, enfin, je vais pas dire que le temps n'a plus de valeur, le temps n'a plus de sens plutôt. Parce que je me retrouve dans une vie où j'ai une infinité de temps devant moi. Je quitte le lycée, j'ai 17 ans, j'ai même pas 18 ans. Et donc en plus, je rapporte à tout ça le sentiment, la sensation d'être jeune, ce que j'étais à l'époque, 17 ans, et je me suis encore 22 ans, mais c'est encore pire, j'avais même pas la majorité à cette époque. Et donc, la projection du temps devant moi est infinie. En fait, j'ai le temps de faire ce que je veux. Et puis j'ai passé les 15 dernières années de ma vie dans un système scolaire, donc dans un système très cadré, avec du temps libre uniquement en vacances, même si on peut le dire, ça a été un peu différent pour moi parce que j'ai connu la période de 2020 quand j'étais en première, donc de la période du Covid, enfin de la Covid, et avec un peu plus de liberté. Et il faut dire que ma dernière année de terminale a été un peu catastrophique dans le sens où on avait cours en présentiel une semaine sur deux. C'était pas vraiment revenu à la normale, et de toute façon la normale n'est revenue qu'à partir de 2022, et autant dire, l'année scolaire 2021-2022, et moi en 2022, je n'étais plus au lycée. J'en étais bien évidemment très content. Et en fait, je me suis retrouvé à à devoir apprendre à gérer la ressource la plus importante en tant qu'être humain, c'est-à-dire le temps. C'est-à-dire comment est-ce que je l'utilise, comment est-ce qu'il compose mes journées, comment je l'utilise intelligemment, comment je le mets à mon service, au service de mes projets, au service de mes ambitions, de mes envies. Et ça a été une question extrêmement épineuse. Parce que gérer son temps est sans doute l'une des compétences les plus importantes de notre époque, de notre époque et même de la vie en général, étant donné que, comme j'ai dit, c'est l'une des ressources les plus précieuses. Et on voit bien la différence entre, parfois on se pose la question de se dire mais comment est-ce que ces gens arrivent à faire tant de choses en 24 heures, et on se dit mais c'est pas possible, on n'a pas les mêmes journées. Et c'est là où la gestion du temps intervient, est extrêmement importante et permet de faire la différence, pas forcément au jour le jour, même si en réalité la différence elle se crée au jour le jour, mais au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, rien que l'impact d'une heure est extrêmement important. Et peut marquer, comme vous le savez, il y a 365 jours dans l'année, donc une heure par jour, 365 heures, ça fait plusieurs semaines, et ça permet au total de faire la différence. C'est pourquoi, pas seulement dans un côté productiviste et dans un côté professionnel, mais dans tout, la gestion du temps est quelque chose qui est extrêmement important. Si vous voulez avoir plus de temps pour faire du sport, pour rencontrer vos amis, pour bosser sur des projets qui vous tiennent à cœur, ou consacrer ce temps-là à des divertissements qui vous tiennent à cœur, la gestion du temps est sans doute l'une des choses les plus importantes. Et moi, je suis arrivé à ce stade-là où, ma priorité, elle était clairement au niveau de l'entrepreneuriat, elle était clairement au niveau de... j'avais plusieurs priorités qui étaient secondaires, mes relations, le sport, étant pompier, c'est un aspect extrêmement important de ma vie, et on en reparlera bien sûr plus tard, mais
la priorité première était quand même de consacrer ce temps au travail, à l'entrepreneuriat, à la productivité, pour que je sois le plus efficace possible. Et j'ai fait ce que j'ai toujours su faire de mieux, c'est-à-dire du time blocking. Dès qu'on est jeune, et ça a fonctionné, je pense que ça fonctionne un peu pareil dans tous les collèges et tous les lycées de France, vous recevez un emploi du temps à la semaine qui vous attribue vos cours, vos créneaux horaires. Et j'ai repris à peu près le même système quand je suis arrivé après mon baccalauréat, ma période post-bac. Parce que j'avais énormément de choses à faire, j'avais énormément de projets, et si je voulais tout synthétiser dans une seule journée, dans une seule semaine, j'avais besoin d'un système d'organisation qui me permettait d'avoir une vue dans un calendrier et pouvoir y voir clair en somme dans mon travail, dans comment est-ce que je m'organise au jour le jour. Et donc le time blocking, ça a été un outil extrêmement précieux. Alors j'ai utilisé 2 outils pour ça, et je pense que le time blocking ne fonctionne pas sans une to-do. Et personnellement, je n'ai jamais fonctionné autrement. Enfin, pendant ma période de time blocking, ça n'a jamais été qu'un calendrier seul. C'est-à-dire que ça a toujours été une to-do associée à un calendrier. Et donc j'ai utilisé les 2 outils de Microsoft que Microsoft mettait en place, c'est-à-dire Microsoft To Do et Outlook, donc le calendrier d'Outlook directement, qui me permettait de construire une liste journalière. Enfin, en réalité une liste mensuelle, une to-do mensuelle, hebdomadaire et journalière, et après, en fonction de mes disponibilités dans ma journée, en fonction de mes impératifs, des rendez-vous, des sorties avec mes amis, etc., je planifiais ma journée de façon à ce que j'ai une période de travail, une période de sport, et ça, je l'ai fait au moins... je l'ai fait pendant 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai fonctionné avec ce système-là, et c'est un système qui est souvent mis en place et souvent présenté comme une solution magique pour les gens qui manquent de discipline. Parce que ça permet de totalement se décrocher d'une sorte de passif, tout simplement, parce que je le sais aussi, et c'était le cas quand j'avais... Quand je ne planifiais pas mes journées, pour une petite référence, en fait, je planifiais toujours mes journées la veille pour le lendemain. Je le faisais jamais le matin même. Et ça me permettait, le matin, quand je me posais devant mon ordinateur, d'avoir une ligne directrice à ma journée. Et de me dire, ok, ça, il faut que je fasse ça. J'ai pas besoin de réfléchir dès le matin à me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que je commencerai pas ça ? Enfin, pas par là, ou sur ce projet, ou est-ce que j'irai pas faire du sport ? Est-ce que j'irai pas courir ? Ça me permettait d'avoir une vision claire sur ma situation, sur ce que je devais faire, et en somme ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé dans plein de sujets différents, et ça m'a aidé à avoir une structure qui me permettait au jour le jour d'avancer, de continuer et de produire quelque chose assez facilement. Parce que malheureusement le problème c'est que, comme je vous l'ai dit, quand vous manquez de ligne directrice, quand vous manquez de clarté dans votre journée, c'est très simple, malheureusement, de dévier et au final de ne pas savoir quoi faire et donc au final de perdre une journée. Moi, ça a été mon système de fonctionnement pendant vraiment longtemps, mais je m'en suis détaché. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi je m'en suis détaché, et en fait je vais vous présenter les pour et les contre. Parce que, selon moi, tiens, j'ai un tableau, on va en profiter. Le problème, c'est que, à mon avis, la caméra, elle va être à l'envers. Mais bon, comme disait Napoléon, un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Forcément, j'ai pas... j'ai 3 couleurs. Ok. On va faire un tableau. Donc... sachant que je suis pas à ma main parce que je suis gaucher à la base en plus. Parce que je peux pas le présenter comme ça. Le problème c'est que vous allez rien voir. Oh, ça va être terrible. Est-ce qu'on voit quelque chose déjà ? On voit pas. Et puis, bon, on va mettre ici pour. Et même moi ça va m'aider à faire mon discours et à ma présentation. Non, c'est pas du tout comme ça en plus. Pourquoi j'ai écrit ça ? On va mettre pour en vert et contre en rouge. Pour et contre
en rouge. Et en fait, pour chaque point positif, je vais y ajouter un point négatif. Et ça va vous permettre aussi de comprendre si c'est un système qui peut fonctionner pour vous. On est d'accord qu'on voit strictement rien. Ah oui, si on voit un peu quand même. Bon, ah ouais, mais en fait, je suis un connard parce que... je serais dans... Ah putain, je fais tomber mes crayons. Je serais dans un... Je serais dans une petite caméra en fait. Je serais dans dans une webcam. Bon, je vais couper le gameplay à ce moment-là. Je le remettrai après. Donc, on a... Enfin, tout dépend si on voit mon tableau ou pas. Hein. Sinon, ça me servira uniquement de support pour m'aider à me faire ma réflexion. Le pour, on l'a dit, c'est le fait d'avoir une ligne. En gros, ça vous permet d'avoir une ligne directrice. Je vais pas réussir à écrire comme ça. Ligne au cours de votre journée. Et ça vous permet de pas vous éparpiller. En fait, c'est dans un système, vous avez une to-do. Donc c'est-à-dire que vous avez un projet et vous avez une tonne de tâches à accomplir. Je sais pas, par exemple, si votre objectif c'est de monter votre entreprise en... allez, vous voulez monter votre magasin de... Vous voulez monter votre restaurant. Très bien, on part dans la restauration. Vous avez énormément de choses à faire. Mais en réalité, un projet comme ça n'est qu'une succession d'une infinité de listes de tâches. C'est-à-dire que vous avez des tâches qui sont plus ou moins grosses, et c'est-à-dire qu'on peut les ranger dans... En fait, on dessine un grand cercle, et forcément, j'ai plus de batterie dans mon crayon. On dessine un grand cercle comme ça, bah j'en ai plus non plus, qui est le resto. Et donc, vous avez dans ce resto des plus petits pôles, c'est-à-dire là, trouver un local pour votre resto. Là, vous devez trouver des employés pour votre resto. Ici, vous devez trouver des financements pour votre resto. Et tout ça, c'est des différents pôles, et tout ça compose votre resto, le projet de restauration. Et donc, et puis vous trouvez, enfin bref, c'est une infinité, il y a les fournisseurs à trouver, il y a l'hygiène, les formations, les cuisiniers, etc. Bref. À l'intérieur de ces pôles, par exemple le pôle argent, vous avez une liste de tâches à accomplir. Donc c'est-à-dire contacter la banque, présenter le projet, trouver des financements extérieurs, faire un projet de comptabilité, trouver un comptable, se renseigner sur les impôts, etc. Bref, vous avez tout ça à faire. Et à l'intérieur de ces tirets-là, de ces projets-là, vous avez encore d'autres projets. C'est-à-dire que pour trouver un comptable, il vous faut faire une étude de marché, quel est le meilleur comptable de votre zone, quels sont les prix, pareil pour le financement à la banque, quelle est la meilleure banque, quel taux je peux avoir, quel est le taux le plus attractif, quel est le financement le plus avantageux, etc. Bref, c'est une infinité de listes de tâches, et ce pour chaque chose à faire. Et c'est-à-dire que votre projet restauration, qui est un très très grand projet à la base, c'est, comme je vous l'ai dit, en fait on pourrait décomposer uniquement ça en une énorme liste de tâches. C'est-à-dire que vous avez potentiellement, si vous décomposez tout le projet de A à Z, vous avez 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 tirets. Alors ces tirets, ils sont répartis par action ou par temporalité, mais vous avez une liste de tâches qui est infinie. Bref, vous comprenez très rapidement que si vous mettez tout ça dans votre to-do, non seulement il va falloir deux choses. Bon, il va falloir une liste de priorités, parce que ouvrir le local ou embaucher un cuisinier, c'est une action qui revient uniquement à la fin de votre... Enfin, c'est une tâche qui arrive... si vous avez 3000 tâches à faire pour ouvrir un resto, c'est une action qui se retrouvera... Enfin, pour ouvrir le local, pour le coup, ça se retrouvera en 3000e, mais pour embaucher un cuisinier, ça sera peut-être la 2000e tâche. Donc vous avez forcément besoin, d'une grande to-do, avec l'intégralité des tâches qui sont répertoriées, et ça, on peut en discuter, enfin ça, on en discutera après, et deux, d'un système de priorité. Je reviens sur la liste de tâches par rapport à un projet. Quand vous commencez un projet, forcément que vous n'avez pas toute la vision en tête. Et forcément que votre projet, il évolue au fur et à mesure du temps. Et heureusement pour vous que vous naviguez dans un premier temps quand même à vue.
Même si c'est important d'avoir aussi une vue d'ensemble, parce qu'on peut pas dire ah ouais, demain je vais ouvrir un resto sans prendre la considération de tout ce que ça implique et tout le travail que ça demande. Mais bref, maintenant que vous avez l'intégralité de votre to-do, vous devez décomposer cette to-do. C'est-à-dire que dans une temporalité, l'ouverture d'un resto, ça se fait pas en 3 mois, à part si vous êtes extrêmement efficace, que vous obtenez des financements extrêmement efficaces. Mais là encore, la priorité, c'est de définir en combien de temps, de façon réaliste, vous pouvez arriver à la fin de votre projet. Et donc, vous devez intégrer cette liste de 3000 tâches dans différentes to-do. La première, la to-do qui est journalière. Enfin, non, on va partir... la to-do hebdomadaire et plus. Donc, bon, moi, je fonctionne très rarement. J'ai pas de grands projets comme ça, donc je fonctionne plus sur du 3 à 6 mois. Mais si c'est plus, si vous avez des grands projets qui demandent plus d'un an à être constitués, bah, ouvrez une to-do annuelle, puis après une to-do qui est mensuelle, puis une to-do qui est hebdomadaire, puis une to-do qui est journalière. Et donc vous vous retrouvez avec différentes to-do. Forcément, la to-do mensuelle va influencer ce que vous allez mettre dans votre to-do hebdomadaire, et la to-do hebdomadaire va influencer ce que vous allez mettre dans votre to-do journalière. Maintenant, vous vous retrouvez avec une liste de tâches énorme dans une to-do journalière. Et c'est là l'importance du time blocking, c'est qu'il va falloir organiser cette liste de tâches dans la temporalité qui vous est donnée, c'est-à-dire 24 heures. Parce que si vous avez une to-do journalière, c'est-à-dire que vous fonctionnez sur le système de 24 heures pour une journée. Donc, il va falloir les organiser, et c'est là où le time blocking est extrêmement important, c'est que ça vous permet, quand vous avez une journée, et là j'ai l'impression de faire 15 000 schémas, mais c'est-à-dire que vous avez une journée, en somme, c'est comme ça, et vous avez 24 tirés, 1, 2, 3, 4, enfin, bref, vous avez 9h, 10h, 11h, midi, et la journée, elle continue comme ça, elle commence à minuit, et elle finit à minuit aussi, enfin à 23h59. Donc, le time blocking, ça vous permet, du coup, non seulement de rentrer, alors ça, là, tout va dépendre de votre niveau d'obsession. Si vous êtes vraiment à un niveau d'obsession complet, comme moi je l'étais, c'est-à-dire que vous renseignez l'intégralité. Putain, on voit rien. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on voit rien. Et qu'est-ce qui fait... Ah ouais, c'est mon écran en fait qui fait reflet. Bref, je reprends. Enfin, si vous êtes un obsessionnel complet, vous allez renseigner l'intégralité de votre journée. C'est-à-dire que vous allez planifier les moments où vous dormez, les moments où vous mangez, les moments où vous vous douchez, où vous faites du sport, où vous passez du temps avec vos proches. Moi, c'est ce que pendant 4 ans, j'ai fait. L'intégralité de mes journées était planifiée complètement, et ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble sur, au final, les blocs qui me restaient dans ma journée. Et ces blocs qui me restaient dans ma journée, c'est là où je pouvais assigner l'intégralité des tâches que j'avais à faire. Alors autant les tâches d'entrepreneur que les tâches de sport, les tâches de relations sociales, etc. Et c'est là où, selon moi, il faut partir dans un premier temps. Vous ne pouvez pas composer votre to-do journalière si vous n'avez pas votre time blocking. Parce que si vous composez votre to-do journalière en fonction de votre to-do hebdomadaire, c'est-à-dire que vous répartissez à peu près la charge de travail pour 7 jours de travail, enfin ça dépend si vous comptez bosser en 5 ou en 7 jours, mais peu importe, ça dépend en fait, comment dire, il faut une appréciation du temps que vous comptez bosser, c'est-à-dire que il faut que vos to-do soit réaliste en fonction, que votre to-do mensuel, hebdomadaire ou journalière soit réaliste en fonction de la charge de travail que vous décidez d'y consacrer de façon journalière, hebdomadaire et mensuelle. Et donc, vous devez composer votre to-do journalière en fonction du nombre d'heures qui vous reste que vous avez à disposition dans une journée. Parce que si vous arrivez et que vous faites l'inverse, c'est-à-dire, et je me permets d'utiliser cet exemple, parce que moi je l'ai beaucoup fait,
C'est-à-dire que j'ai fait ma to-do hebdomadaire, donc ma to-do à la semaine, où je me disais, bon, ben dans ma semaine, il faudrait que je fasse ça, 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 ça. Et puis après, de ces objectifs de la semaine, je me disais, ok, demain, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Sauf que l'intégralité des objectifs que j'avais prévus pour faire dans une journée ne correspondait pas vraiment à la disposition que j'avais de ma journée. Et c'est pour ça que dans un sens, il est toujours plus raisonnable de s'appuyer sur le temps qu'on a à disposition dans une journée pour réaliser les objectifs, enfin pour définir une to-do journalière, plutôt que de faire l'inverse. Parce que la réalité, c'est que si vous prévoyez pour 13 heures de travail dans une to-do, et qu'en réalité, le lendemain, vous vous rendez compte que vous n'avez que 10 heures de travail possible, parce que vous avez des rendez-vous, il faut dormir, etc., vous allez devoir caler 13 heures de travail dans 10 heures, dans une journée de 10 heures de travail. Ce qui, vous le comprenez bien, est impossible. Et va mener... Enfin, vous pouvez compenser. Je pense qu'on l'a tous fait. On le fera... vous pouvez vous... c'est-à-dire lorgner sur votre sommeil. Mais je le dis, et tout le monde le dit, vous en mordrez les doigts parce que c'est un système qui ne fonctionne pas sur le long terme. Ce pourquoi, si vous voulez faire du time blocking de façon intelligente, il faut en réalité avoir ces deux systèmes-là. Et selon moi, maintenant c'est mon avis, le fait de planifier l'intégralité de ma journée, ça me permettait, moi, d'avoir une meilleure vision d'ensemble sur mes journées. Maintenant, il faut comprendre une chose, et c'est vrai que je m'attaque pas du tout au pour et au contre. Le pour, comme je vous l'ai dit, c'est que ça vous donne une ligne directrice, et ça vous permet d'encadrer des objectifs. En fait, ça donne une temporalité à un objectif. C'est-à-dire que si vous avez, comme je vous le dis, un objectif de trouver un cuisinier, le fait de le remplir dans votre emploi du temps, de se dire, ok, de 14h à 17h, je passe mon temps à rechercher un cuisinier, ça donne un aspect temporel à votre tâche. Ce qui vous permet, enfin, ce qui vous facilite l'organisation et la création et l'accomplissement de votre tâche. Parce que si vous ne mettez jamais de temporalité à votre tâche, vous ne pouvez en somme jamais l'accomplir. Maintenant, dans les contres, et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le time blocking, c'est que en prévoyant l'intégralité de votre journée, vous ne faites pas de place, vous ne prenez pas forcément en compte l'humain. C'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte l'imprévu. En somme, le mot principal du contre, c'est l'imprévu. Parce que on est tous des humains, on est tous des humains, et donc peu importe si vous fonctionnez en B2B ou en B2C, ou peu importe même en dehors de l'entrepreneuriat, de ce que vous faites, etc., l'imprévu est partout. Dans le sport, dans le travail, dans les relations sociales, etc. Et donc vous n'avez pas forcément de contrôle sur si votre ami il va arriver en retard. Forcément, si vous allez arriver en retard, si vous allez tomber dans des bouchons, si vous allez avoir un imprévu parce que vous avez un autre travail, qu'on vous demande telle ou telle chose. Mais ça peut être pour des choses encore plus connes, et ces exemples, je peux les sortir parce qu'ils me sont tous arrivés en somme. Le fait de se dire, là je me réserve un créneau d'1 heure pour aller courir, je vais aller courir à peu près 10 km, et puis au 6e kilomètre, je me rends compte que j'ai mal à la cheville. Et donc, au mieux de rentrer en courant, je rentre en marchant. Ce qui fait que, en réalité, là où j'aurais dû rentrer à 18h, je rentre à 18h45 avec une blessure à la cheville qu'il faut traiter, et après il faut que j'aille prendre ma douche, je suis décalé dans mon programme, ce qui fait que ma période de travail qui était prévue de 20h à 21h, elle se décale, puis ma période de dîner, elle se décale, etc. Et donc vous vous retrouvez dans une journée à devoir faire des choix. C'est-à-dire, le premier choix, vous y allez coûte que coûte, c'est-à-dire que vous forcez, vous foncez et vous essayez de caler le plus de choses possible. Spoiler, ça fonctionne pas. Ou sinon, vous prenez le choix de décaler et de vous dire, ça, j'ai pas pu le faire aujourd'hui, ok, je le balance demain, je le ferai demain. Le problème, c'est que vous prenez du retard sur votre to-do, et le problème, c'est que ces retards s'accumulent, et en réalité, au bout d'un moment, vous passez plus de temps à planifier votre journée, à décaler les éléments que vous n'avez pas pu faire, ou à corriger votre to-do, corriger votre calendrier, que réellement travailler. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je suis tombé, et je pense que ça demande
le sujet d'une vidéo entière, mais ça c'est extrêmement dangereux et ça peut arriver extrêmement rapidement de passer d'un stade de l'action à la surplanification. Parce qu'il y a des gens qui se complaisent dans la surplanification et ça a aussi un aspect qui est très dangereux. Parce que c'est assez tendancieux en somme. Parce que le cerveau différencie mal le fait de planifier quelque chose, de planifier une chose et de la faire réellement. Et donc en réalité, vous pouvez vous complaire en vous disant vas-y, je programme ma journée de demain, je vais faire ça. Vous passez 3 heures à planifier votre journée du lendemain, et puis le lendemain, vous vous levez, je sais pas, une demi-heure en retard parce que votre réveil il a pas sonné, vous avez pas voulu vous sortir du lit, et donc en fait vous commencez en retard dans votre journée, et puis vous vous levez, et puis vous vous rendez compte de la réalité. C'est-à-dire que c'était bien beau de planifier quelque chose la veille, confortablement assis dans votre canapé ou face à votre écran, mais maintenant quand il faut mettre à exécution, qu'il faut aller courir 15 km, qu'il faut aller porter 200 CV en ville ou qu'importe votre objectif, la réalité elle est tout autre, et elle est complètement différente. Ce qui fait que il faut faire attention de pas tomber dans ce processus de surplanification. Et comme je vous l'ai toujours dit, je pense que le plus important, surtout quand on est jeune, c'est de tester un maximum de choses. Moi j'ai testé le timeboxing et c'est quelque chose qui m'a convenu, même si c'était pas un système parfait, c'est quelque chose qui me convenait et qui m'a convenu pendant plusieurs années. Maintenant j'ai changé, on en parlera, on fera une vidéo spéciale de pourquoi j'ai changé et je parlerai un peu plus en détail des pour et des contre, parce que les pour, en fait ça dépend aussi de chaque personne. Si vous êtes une personne plutôt désorganisée et qui a besoin d'un cadre, et que vous fonctionnez très bien avec le cadre scolaire ou le cadre d'entreprise, le timeboxing c'est excellent, parce que encore une fois ça vous donne une ligne directrice, ça vous permet de visualiser votre journée, ça vous permet de vous organiser, d'avoir le contrôle. Maintenant, il faut pas oublier, surtout quand vous êtes un entrepreneur ou que vous bossez à votre compte, que le timeboxing, ou peu importe le projet, c'est pas forcément quand vous bossez à votre compte, mais ça peut être juste du timeboxing de 17h à minuit, en fait, quand vous rentrez du taf. C'est pas forcément planifier l'intégralité de sa journée. Mais par contre, le timeboxing, et ce que beaucoup oublient de dire, c'est que ça demande une discipline qui est énorme. Parce que si vous êtes tout seul et que vous prévoyez tout seul votre emploi du temps, personne va venir vous dire ce que vous faites, personne va vous pousser à vous dire vous n'aurez de compte à rendre à personne si ce n'est vous-même. Et donc là où si vous arrivez en retard à votre taf, on vous mettra une claque derrière le dos et on vous dira, derrière les oreilles plutôt, derrière la tête, et on vous dira que vous avez fauté. Là vous sautez un bloc de travail parce que vous préférez aller faire la sieste ou qu'importe, personne ne vous dira rien. Donc en contre, là où beaucoup de personnes disent que ça aide à la discipline, je suis pas d'accord. Il faut avoir une très bonne base de discipline pour tenir ce genre de système. Et ça, c'est constant, parce que le time blocking, c'est tout au long de la journée. Je suis convaincu que si vous l'effectuez de façon régulière et de façon journalière, le time blocking, vous pouvez accomplir énormément de choses, parce que c'est l'exploitation du temps à son paroxysme, en somme. Mais maintenant, il faut pas se leurrer. Si vous n'avez pas de discipline dans tout ça, vous n'y arriverez pas. C'est un système qui est extrêmement dangereux et qui peut permettre de cadrer, mais il faut certaines conditions. Bref, je voulais pas dépasser 30 minutes pour tout ça. On parlera plus en détail des différents systèmes. Je voulais juste vous présenter le time blocking de façon assez rapide. Si jamais vous voulez en savoir plus ou que j'approfondisse les pour et les contre, et même le système de to-do, ou même vous présenter mon ancien système de time blocking, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on peut en discuter. Moi je suis sur un nouveau système, mais encore une fois, je trouve que ces systèmes, ils sont ils dépendent de la phase de vie dans laquelle vous êtes. Et donc moi je suis dans une phase de vie qui est assez spéciale, et le time blocking ne correspond plus vraiment à mes attentes, ne correspond plus vraiment à ma personnalité, à qui je suis, ce pourquoi j'ai un nouveau système de travail. Mais encore une fois, si vous n'avez jamais testé et que ça vous intéresse, testez-le. Qu'est-ce que vous avez à y perdre ? Et je le redis,
Vous n'êtes pas obligé d'être à votre compte ou entrepreneur ou avoir l'intégralité de votre temps libre pour le tester. Faites-le sur une soirée, sur un week-end et observez. Voyez comment ça fonctionne avec vous, si c'est quelque chose qui vous plaît, si au contraire ça vous met trop de contraintes, si ça vous met trop d'angoisse. Testez, itérez. Prenez en compte les retours de ce que vous en pensez ou des retours d'autres personnes, mais testez et voyez ce que ça fait pour vous-même. Et en réalité, c'est la seule façon de voir et de comprendre si un système fonctionne correctement avec vous. Bref, on se laisse là, sinon je vais dépasser les 30 minutes. Et je voulais juste pas que ce soit trop long, mais je pense que déjà c'est bien complet et ça permet de brasser énormément de sujets. Bref, ce que je voulais pas qu'il arrive est forcément arrivé, ma caméra a surchauffé. Je filme avec une GoPro, donc forcément, en fait, au-dessus de 30 minutes en statique, ma GoPro, elle assume pas les comment ça s'appelle, les performances. Mais voilà, bref, on en reparlera le plus tôt possible. On parlera bien en détail de tout ça, de la to-do et du time blocking, et même s'il y a des gens qui veulent des conseils, parce que même si j'utilise plus le système, je pense que je l'ai tellement poncé que je connais pas mal je peux donner pas mal de conseils sur le système, comment l'adapter au mieux dans une journée et face à différentes situations, parce que en somme, le time boxing c'est aussi énormément d'adaptation. Je vous l'ai dit, en point négatif, l'imprévu, et l'une des plus grosses problématiques du qui s'oppose au time blocking, et donc pour faire face à ces imprévus, il faut avoir une capacité d'adaptation qui est aussi énorme, qui va de pair avec la discipline. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est deux compétences qui doivent être de rigueur face à tout ça. Bref, on en parlera plus en détail et plus largement prochainement. En tout cas, on se retrouve très bientôt, demain. Je pense que quand j'arriverai à ma 10e vidéo, je ferai un petit point sur ce que je veux faire et tout ça. Et ouais, on se retrouve très rapidement. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à demain.